Bonjour à toutes, bonjour à tous. On est très content de vous retrouver aujourd'hui pour ce live LinkedIn où on va parler mutuelle et prévoyance et plus précisément comment optimiser leurs coûts et en faire un atout RH. On va parler de plein de choses durant ce live et pour m'accompagner aujourd'hui, je suis accompagné de Nicolas. Peut-être quelques mots, Nicolas, de présentation avant d'entrer dans le vif du sujet. Bonjour Vincent, écoute, je suis ravi d'être là avec toi aujourd'hui pour parler de ces sujets-là. Et donc moi je suis Nicolas Michel et j'ai en charge pour le groupe Vive la direction des branches professionnelles. Donc on accompagne une cinquantaine de branches en santé et en prévoyance. Et ça va être super d'avoir ton éclairage sur tous ces sujets puisque il y a beaucoup d'entreprises qui regardent le sujet de la mutuelle et de la prévoyance de manière parfois un peu, on ne sait pas trop, c'est assez flou. Donc là, avoir tes éclairages va être précieux. On vous laisse le temps d'arriver puisque je sais qu'à 12h30, c'est pas toujours simple d'être à l'heure. Donc bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. Pour quelques précisions techniques, vous allez pouvoir participer puisque nous voulons de l'interactivité, c'est le but aussi de ces live LinkedIn. Donc on va vous partager un petit QR code que vous allez voir apparaître prochainement qui va vous permettre de répondre eh bien, aux questions qu'on va vous poser puisque durant le live, on va être amené à vous proposer quelques questions à choix multiples pour tester vos connaissances avant bien sûr de développer les réponses. Donc n'hésitez pas à faire l'ajustement, à sélectionner le QR code à l'aide de votre smartphone pour pouvoir interagir le moment venu. Vous aurez 30 secondes à chaque fois pour répondre. C'est interactif, ça nous permettra à nous aussi de savoir quel est votre niveau sur chaque question que nous vous poserons et de pouvoir vous apporter les réponses et les éclairages adaptés. Sachez aussi que si vous avez des questions indépendamment de celles que nous vous poserons, et là des questions que vous voulez nous poser à nous, eh bien n'hésitez pas, vous avez le chat de disponible. Il y a un petit décalage, donc ne vous inquiétez pas si on ne les voit pas tout de suite. Si on est un petit peu pris par le fil des discussions, restez, on les traitera au fil de l'eau ou à la fin pour que vous ne soyez pas déçus. Si on a vraiment beaucoup, on y répondra en commentaire, mais on tâchera d'en traiter le plus possible. Voilà, j'espère que tout le monde se connecte petit à petit. Eh bien, peut-être pour démarrer, parce que vous êtes un public peut-être assez varié, on souhaitait voir ce que vous connaissiez du thème qu'on va aborder aujourd'hui. Nicolas? Effectivement, Vincent l'a rappelé, l'objectif c'est que cet échange soit le plus interactif possible. Et donc pour ça, on va commencer par une première question. On va vous demander de vous jauger, vous évaluer sur vos connaissances sur les sujets qu'on va aborder aujourd'hui. Et donc, on va commencer avec tout de suite cette première question. Comment évaluez-vous vos connaissances en matière de frais de santé et de prévoyance? L'idée, bien évidemment, après, c'est qu'on pourra adapter notre discours à ces premiers éléments. Alors, on regarde en même temps les participations arrivées. Comment vous jaugez? Donc, sur une échelle de 1 à 5, comment évaluez-vous vos connaissances en matière de frais de santé, mutuelle et prévoyance? Il y a des gens qui sont visiblement bien calés, d'autres, on ne sait pas encore, on va voir, ok. Donc, merci pour cette réponse à la première question. Ça nous permet de voir qu'il y a quelques experts et que d'autres personnes ont un niveau, on va dire, moyen, qui savent de quoi le sujet traite, mais les explications vont être intéressantes à avoir. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, je vous propose de démarrer avec la thématique de la prévoyance. Et là aussi, j'ai une question à vous poser pour juger un petit peu mieux de votre connaissance du sujet. À votre avis, lorsqu'un salarié est absent pour maladie, quelle est sa durée moyenne d'absence? Vous allez avoir 30 secondes pour y répondre. Pour rappel, vous avez un petit QR code qui vous permet de vous connecter et de répondre à la question pour les personnes qui nous rejoignent. Donc, est-ce que c'est 8 jours? Est-ce que c'est 18 jours, 28 jours ou 38 jours en moyenne d'absence? Le chrono défile. On va regarder, voir ce que vous avez comme avis sur le sujet. Sachant que vous allez voir, on va vous expliquer exactement les stats. Allez, encore quelques instants pour récupérer vos réponses. C'est technique, la technique suit, on espère avoir les réponses en live qui arrivent.
Voilà, visiblement, on a un petit problème de remontée des informations. Et bien, tant pis, on va devoir quand même continuer à y aller. Alors, la bonne réponse était 38 jours. La bonne réponse était 38 jours, c'est ça. C'est un point important à avoir en tête. Pourquoi? Alors, 38 jours, on se dit, OK, c'est très bien de connaître cette donnée, mais d'une part, on va citer l'étude qu'on mettra en lien. Ces chiffres sont tirés de l'Observatoire de l'imprévoyance du groupe Vive. Et en fait, pourquoi c'est intéressant d'avoir ce nombre de jours? Parce que derrière, eh bien, c'est des coûts d'indemnisation, de prise en charge par l'entreprise. Je vais y venir de manière beaucoup plus concrète, puisque d'abord, la question qu'on se pose, c'est est-ce que, quelle que soit la branche, quelles que soient les garanties conventionnelles, les entreprises sont tenues des mêmes obligations? Et là, sur ce coup, je veux bien avoir un peu ton éclairage, toi qui as l'habitude de travailler avec différentes branches. Comment ça fonctionne en pratique? Alors, il y a une diversité de réalités en fonction des branches, ça c'est sûr. Chaque employeur a l'obligation de maintenir le salaire pendant un temps donné. Alors, on peut avoir des différences entre catégories socio-professionnelles au sein d'une même branche. On peut avoir aussi des différences en fonction de l'ancienneté. Deux exemples assez parlants. La CCN des bureaux d'études techniques, qu'est-ce qu'elle prévoit? Pour les ETAM, alors il faut avoir minimum 1 an d'ancienneté pour bénéficier du maintien de salaire. Ça, c'est la première condition. Si on a moins d'1 an d'ancienneté, on n'a pas de maintien de salaire. Et donc, entre 1 an et 5 ans d'ancienneté, on est à 30 jours à 100% du salaire brut. Et sur les 60 jours suivants, 80% du salaire brut. Donc, on est globalement à 90 jours de maintien de salaire avec un palier au bout de 30 jours. Ça, c'est pour les ETAM. Pour les cadres, par contre, toujours ce plancher d'1 an, mais après, on est pendant 90 jours à 100% du salaire brut. Donc là, on voit bien un exemple où il y a une distinction en fonction de l'ancienneté, en fonction de la catégorie socio-professionnelle. Deuxième exemple, la CCN des organismes de formation, où là, on va avoir de manière progressive une augmentation des obligations de maintien de salaire en fonction de l'ancienneté. Donc typiquement, on va retrouver cette condition de 1 an pour pouvoir bénéficier de ce maintien de salaire. On va être entre 1 an et 6 ans à 30 jours à 100% de la rémunération et 60 jours à 75% de la rémunération. Et pour les plus de 21 ans d'ancienneté, dans cette branche, on va être à 90 jours à 100% de la rémunération et 90 jours à 75% de la rémunération. Donc vraiment, il y a une diversité de pratiques au sein des conventions collectives et d'obligations. Et donc ces régimes de maintien de salaire ou de mensualisation, ils sont bien à suivre pour respecter les obligations conventionnelles. Qu'est-ce qui se passe une fois que ces obligations de maintien de salaire sont terminées? Le salarié n'est plus couvert et donc ne bénéficie plus de ce maintien de salaire. Et c'est pour ça qu'on met en place des régimes de prévoyance collective qui vont pouvoir prendre le relais de ces obligations conventionnelles. Très intéressant. Et d'ailleurs, il y a un point souvent qui n'est pas toujours connu, c'est pourquoi est-ce important d'avoir une branche qui couvre ces garanties en matière de prévoyance? C'est parce que tout simplement, la loi ne le prévoit pas de manière obligatoire. Alors, il y a un accord de branche interprofessionnelle, un vieil accord qui rend obligatoire une prévoyance minimale pour les cadres, mais pour les ETAM, il n'y a rien de prévu au niveau interprofessionnel et au niveau légal, donc c'est bien d'avoir une prévoyance qui couvre ces éléments-là. Ça, c'est important de le rappeler, tout le monde ne le sait peut-être pas. Et donc, ce qu'on retient, et merci pour ces précisions, c'est que finalement, il faut regarder quelles vont être les obligations classification par classification et secteur d'activité par secteur d'entreprise pour savoir quels vont être les coûts réels que l'entreprise va supporter en matière de maintien de salaire notamment. Alors, il y a un point quand même sur lequel j'aimerais revenir, c'est qu'on se dit, OK, on doit couvrir à 90%, 100% en fonction de la branche et de l'ancienneté du salarié. Mais en fait, on peut se dire aussi, oui, mais enfin bon, on n'en maintient qu'une petite partie finalement, puisque la sécurité sociale en prend à sa charge une grande partie. Mais d'ailleurs, quelle partie la sécurité sociale prend à sa charge? Ça, c'est une question que j'aimerais vous poser au préalable, parce que je ne suis pas sûr que tout le monde soit bien clair sur le sujet. Donc, avant de s'intéresser plus au sujet, à votre avis, quand la sécurité sociale indemnise un arrêt maladie ordinaire, on va mettre de côté le cas de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle,
Quel est son taux d'indemnisation? Et là, je vais vous proposer encore 3 réponses. Est-ce qu'on indemnise à hauteur de 50% du salaire moyen, à hauteur de 60%, ou bien est-ce que ça dépend du niveau de salaire? Vous allez avoir de nouveau 30 secondes pour y répondre. Pour les personnes qui nous rejoignent, il y a un petit QR code en haut de votre écran qui s'affiche, qui vous permet de répondre à la question. Donc, pour savoir exactement qu'est-ce que va prendre en charge la sécurité sociale et donc, quel complément va rester à la charge, quel est le niveau qui va rester à la charge de l'entreprise. On vous laisse encore à peu près 10 secondes. Et bonjour à toutes ceux et celles qui nous rejoignent en même temps, j'en profite. On espère que la technique va marcher. On va avoir les réponses qui vont s'afficher. Alors, ça dépend du niveau de salaire pour 3/4 des répondants et 50% pour un quart des répondants. Eh bien, je vais te laisser répondre, Nicolas, sur le sujet. Effectivement, les 3/4 des répondants ont raison puisque ça dépend du niveau de salaire. Alors, pour illustrer ce point-là, si tu me permets, je vais remonter un petit peu en arrière, un peu plus de 10 ans en arrière, en 2011, puisque avant cette date, la sécurité sociale prenait en charge 50% d'un plafond mensuel de la sécurité sociale, le fameux PMSS qui est mis à jour tous les ans, que vous connaissez. Donc ça, c'était avant 2011. Après cette date, il y a eu un changement de système d'indemnisation, et là, on est passé de 50% d'un PMSS à 50% d'1,8 SMIC. Donc, une baisse de la prise en charge de la sécurité sociale. Pour autant, ça ne veut pas dire une baisse des prestations versées aux assurés, puisque, comme on l'a vu, les obligations de maintien de salaire définissent un niveau de salaire qu'on doit atteindre en termes de maintien, donc 100%, 90%, 60%, on l'a vu, ça dépend de l'ancienneté, de la période. Et donc ce delta, il est pris en charge par l'employeur ou l'assureur du régime. Et donc ça, c'était entre 2011 et 2025, on était à 50% d'1,8 SMIC. Et au 1er avril 2025, nouvelle réforme, on est passé de 50% d'1,8 SMIC à 50% d'1,4 SMIC. Là aussi, une baisse de la prise en charge de la sécurité sociale et donc mécaniquement une augmentation des prestations qui sont versées par les employeurs ou par les assureurs. Pour vous donner un ordre d'idée, sur les régimes de prévoyance, on a estimé globalement l'impact de cette diminution de passage de 1,8 SMIC à 1,4 SMIC, on l'estimait à une augmentation tarifaire entre 3 et 5-6% supplémentaires pour financer ce désengagement de la sécurité sociale. Oui, parce que ça, c'est la part qui est assumée derrière par les organismes de prévoyance, mais pour les employeurs eux-mêmes, ça veut dire très concrètement, là où par exemple une entreprise doit maintenir, disons, 100 € par jour pour un salarié absent, et quand c'est pendant les premiers jours, les premiers mois d'arrêt, c'est l'entreprise qui va payer directement la garantie. Avant, elle en avait peut-être à sa charge 40 €, mais avec le désengagement progressif de la sécurité sociale, elle va avoir 50 €, voire 60 € à sa charge. Donc c'est vraiment un coût qui augmente, dont on ne se rend pas forcément compte. Donc c'est bien de suivre dans ces extractions paye, de regarder exactement ce que ça représente aujourd'hui. Et on voit une évolution constante. D'ailleurs, pour 2026, il y a eu des discussions pendant l'été pour, on parlait du délai de carence cet été, d'allonger le délai de carence de la sécurité sociale, ce qui ferait que l'employeur devrait là aussi indemniser plus de jours à sa charge directement, puisque la sécurité sociale n'indemniserait plus à partir du 4e jour, mais à partir peut-être du 6e, 7e jour. Et là aussi, ce serait une charge supplémentaire. Donc ce sujet du coût, il est important de le regarder. Regardez bien au sein de votre entreprise, qu'est-ce que ça coûte aujourd'hui? Parce que derrière, ça vous dira peut-être, il faut que j'agisse sur mon absentéisme. Mais d'ailleurs, en parlant d'absentéisme, y a un sujet en ce moment, ça fait déjà quelques années que ça dure, on voit l'absentéisme progresser, des arrêts de plus en plus longs. On voit aussi que certaines populations sont plus exposées, je pense notamment aux cadres, où on n'avait pas tant d'arrêts que ça avant. Même des populations jeunes aussi sont de plus en plus exposées à ce phénomène, où on a un absentéisme qui progresse. Et donc, la question que je me pose, c'est derrière, quand les branches voient ces chiffres de l'absentéisme qui progresse, quelle est la manière dont elles réagissent? Est-ce qu'elles se disent, on augmente les cotisations, et puis les entreprises paieront, ou à un moment, elles se disent aussi, ça va commencer à coûter très cher, donc on va peut-être aussi baisser le niveau des garanties. Je suis intéressé d'avoir ton éclairage sur le sujet.
Alors, à l'instar de ce qu'on a vu sur le maintien de salaire, il y a là aussi une diversité de situations en fonction des différentes conventions collectives. Alors, effectivement, tu l'as très bien dit, on constate depuis quelques années une dérive assez forte de l'arrêt de travail. Les arrêts longs qui augmentent, les populations qui n'étaient pas touchées qui le sont aujourd'hui. On parle beaucoup de santé mentale aujourd'hui, donc voilà, c'est effectivement un sujet. Et donc, on a l'arrêt de travail, voilà, l'incapacité, qui est de plus en plus importante, et les prestations qu'on verse sur ce risque-là sont aussi, elles, de plus en plus importantes. Il faut noter qu'aujourd'hui, on n'a pas encore mesuré cette augmentation de l'arrêt de travail sur le risque invalidité, puisque vous savez que le premier niveau, c'est effectivement l'incapacité, l'arrêt de travail, qui peut durer jusqu'à 3 ans. Et après, le salarié peut éventuellement passer en invalidité, où là, on va l'indemniser jusqu'à sa retraite. Mais c'est normal parce qu'il y a toujours un décalage finalement entre le moment où on voit, parce qu'il y a ces fameux 3 ans, entre le moment où on voit cette dérive et on voit les impacts que ça a sur l'invalidité. Donc pour revenir plus précisément à ta question sur ce qui peut se passer dans les branches, pas d'approche unique. En fait, ça va dépendre du contexte économique de la branche, de la dérive de la sinistralité qui peut, même si elle est dans une tendance globale, c'est pas forcément la même en fonction des secteurs d'activité. Et puis, il y a un aspect qui est important à prendre en compte, c'est le pilotage des régimes, comment il a été mené jusqu'à présent. Certaines branches ont réussi à mettre de côté des réserves, justement permettant d'amortir, alors d'une part, les mesures réglementaires qu'on a vues, qu'on a évoquées. Donc, certaines mesures réglementaires peuvent être amorties sans augmentation de cotisation ou sans baisse de garantie, puisque justement, ces réserves permettent de le faire. Et puis, quand on parle de sinistralité, là aussi, pareil, ces réserves, alors même si la sinistralité, si la tendance continue à augmenter, l'incapacité qui continue à augmenter, les réserves, elles ne sont pas extensibles. Il y a un moment où il faudra agir, mais en tout cas, ça permet d'amortir le choc qui est quand même assez fort depuis ces dernières années. Et puis, tu l'as rappelé, l'important aussi, c'est d'agir sur les causes de l'absentéisme. Et pour ça, on a des outils, notamment des actions de prévention, dont on parlera un peu plus tout à l'heure, qui peuvent être une réponse aux problématiques qu'on constate. Donc, c'est l'importance de bien piloter son régime, et puis les actions de prévention qu'on va pouvoir mettre en place. Ouais, ça c'est un point intéressant parce que je ne sais pas si tout le monde a bien conscience de ça, mais les partenaires sociaux ont une bonne connaissance généralement des problématiques rencontrées par les bénéficiaires, donc les salariés de la branche, les entreprises de la branche, et donc peuvent aussi adapter, le régime en fonction des besoins. Et puis, c'est très bien de mettre des réserves de côté. Et du coup, je me posais cette question, c'est quelle est la pertinence d'être couvert par l'organisme de branche? Parce que alors, il y a un point important, c'est que les branches mettent en place des garanties obligatoires en la matière, et donc du coup, quel est l'intérêt de pouvoir aller vers ce qu'on appelle un contrat, une offre recommandée, peut-être d'ailleurs définir ce qu'est une offre recommandée, et notamment en termes tarifaires, parce que je pense que ça intéresse beaucoup les dirigeants d'entreprise et RH sur le sujet. Alors, très rapidement, l'offre recommandée, c'est un contrat qui va être passé entre les partenaires sociaux, employeurs, salariés, qui auront défini les garanties du régime avec un ou plusieurs assureurs, où ils vont pouvoir négocier les tarifs principalement et puis d'autres avantages, mais on y reviendra tout à l'heure. Donc ça c'est le principe de l'offre recommandée. Donc en fait, c'est la sélection par les partenaires sociaux d'un contrat dédié à la branche. Donc mécaniquement adapté à celle-ci. C'est quoi les avantages d'un contrat recommandé? Le premier, c'est le principe assurantiel de ce qu'on va appeler la mutualisation. Et en fait, plus on va être nombreux à être couverts sur un risque, plus on va pouvoir diluer celui-ci et maîtriser le niveau de cotisation et lisser les éventuelles prestations qu'on peut, ou sinistres qu'on peut avoir sur ce risque-là. Donc ça, c'est le premier principe de la mutualisation. Pour souscrire un contrat recommandé par une branche professionnelle, c'est aussi avoir la certitude d'être en conformité avec ses obligations réglementaires. Puisqu'il est négocié par les partenaires sociaux de la branche, mécaniquement, il est adapté aux obligations conventionnelles. Oui, parce qu'il y a un risque URSSAF aussi dessus, effectivement, on parle souvent. Tout à fait. Si les obligations conventionnelles ne sont pas respectées, un contrôleur URSSAF peut venir vous voir en vous disant votre régime n'est pas conforme et donc vous redressez sur ce point-là. Et je voudrais vous partager aussi un exemple très très concret de ce qui a pu se passer pendant le Covid justement avec ces régimes de branches mutualisés. Je parlais des pilotages efficaces avec des réserves qui avaient pu être constituées. Et pendant le Covid,
les branches qui avaient eu la capacité à constituer des réserves ont pu, pour l'ensemble des entreprises, proposer des exonérations de cotisations, donc c'est-à-dire pendant un mois, 2 mois, 3 mois, un trimestre, c'est-à-dire laisser la capacité aux entreprises de ne pas payer leurs cotisations, justement, ces cotisations étant financées par un prélèvement sur les réserves qui avaient été constituées, et donc de leur laisser un peu d'air dans cette période qu'on a tous connue, qui a été très compliquée pour l'emploi français. Ouais, c'est un bon exemple parce que effectivement, ça veut dire que dans ces moments-là, là où le chiffre d'affaires ne rentrait peut-être plus pour finalement ces entreprises parce que obligation de fermer, etc. En fait, c'est la branche qui continuait de financer les garanties de prévoyance pour les salariés et les entreprises. Parce qu'ils étaient bien évidemment, les salariés continuaient à être couverts, voilà, comme avant. Avec des besoins, on s'en doute, pendant le Covid. Je vois qu'on a une question qu'on va essayer de prendre en même temps. Quelles sont, selon vous, les erreurs les plus fréquentes que font les TPE-PME dans la mise en place ou le suivi de leurs contrats? Peut-être quelques éléments. Moi, j'ai quelques idées. Alors, sur ce sujet, je pense que l'important, c'est effectivement de se faire accompagner par un professionnel qui maîtrise bien toutes les obligations conventionnelles. Voilà, on l'a vu, on a des risques URSSAF qui peuvent être là. On peut avoir des risques prud'homaux parfois sur certains types de prestations. Donc, s'assurer de la conformité de son contrat avec les obligations conventionnelles. Voilà, ça, je pense que c'est vraiment... et pour ça, se faire accompagner par un professionnel sur le sujet. Et oui, c'est un sujet important parce que si on ne met pas en place les garanties de prévoyance telles que prévues par la convention collective, à minima, ce que prévoit la convention collective, qu'est-ce qui peut se passer? C'est que, si vous avez demain une problématique, un salarié qui devient invalide ou qui a un long arrêt maladie, c'est à l'employeur après d'assumer financièrement le règlement des garanties s'il n'a pas souscrit auprès d'un organisme qui respecte ces conditions-là. Je le répète, ce sont des obligations, même si ça vient de la convention collective, il ne faut pas jouer avec ça. Donc aux TPE, PME qui peuvent nous suivre, attention à ce point-là. Écoute, merci pour ces éclairages. En tout cas, moi, ce que je retiens sur cette première partie, c'est finalement que l'absentéisme aujourd'hui, ça représente un coût conséquent, que ça peut être intéressant. Donc là, l'absentéisme, indépendamment, j'allais dire, des garanties couvertes par l'organisme de prévoyance, c'est un coût déjà direct pour l'entreprise, puisque durant les premiers jours d'arrêt d'un arrêt maladie, c'est l'employeur en fait qui doit assumer financièrement la plupart du temps le sujet. Donc attention à l'absentéisme. Et derrière, pour tout ce qui va être ensuite pris en charge par la prévoyance de ces arrêts, de cette invalidité, etc., finalement, la branche offre des garanties très intéressantes et ça peut être particulièrement avantageux pour une TPE, PME, là où il n'y a pas forcément de temps énorme à y consacrer parce qu'on n'a pas forcément un RH en interne, ou même si vous êtes RH à temps partagé qui accompagnait ou expert comptable qui accompagnait une entreprise, je me dis que ça peut être bien de pouvoir s'appuyer sur derrière des professionnels qui savent comment agir sur le sujet en vous donnant toute la doc réglementaire qui vous permet vraiment d'être sécurisé. Donc ça, point clé. Mais tout ça, c'est très bien, la prévoyance, on l'a vu, mais il y a un autre aspect que je trouve intéressant de traiter et que je pense intéresse beaucoup de gens aussi, c'est l'aspect frais de santé, ce qu'on appelle mutuelle d'entreprise dans le jargon beaucoup des entreprises, même si les puristes nous diront attention, mutuelle d'entreprise, c'est pas le bon terme, on parle de garantie frais de santé plus exactement, mais je ne vais pas rentrer dans le débat aujourd'hui. Avant d'aborder le sujet, peut-être une petite question, là aussi, pour connaître votre niveau. Savez-vous, en la matière, quel texte fixe les garanties santé dont les salariés d'une entreprise doivent bénéficier? Donc là aussi, vous avez 30 secondes pour y répondre. Vous pouvez participer en flashant le QR code qui s'affiche à l'écran. J'en profite pour vous dire que vous pouvez poser vos questions. N'hésitez pas dans le chat aussi. On tâchera d'y répondre, soit dans le fil de la conversation, soit après nos développements. On vous laisse encore 5 secondes pour savoir quels sont les textes applicables. Il peut y avoir plusieurs réponses éventuellement. On va voir les réponses. Pas l'impression que ça ait beaucoup pianoté. Alors, la bonne réponse, en tout cas les bonnes réponses, eh bien, c'était tout à la fois, puisque
On va le voir, il y a différents paliers, si je puis dire. Tout d'abord, peut-être pour démarrer, on a le Code de la sécurité sociale qui fixe un panier minimum de soins. Qu'est-ce que c'est qu'un panier de soins minimum? Ce sont des garanties que toutes les entreprises doivent appliquer à minima, quelle que soit la convention collective applicable. Et donc, ça va être un niveau de couverture pour les frais de santé courants, un niveau de couverture minimum pour l'optique, un niveau de couverture minimum pour l'hospitalisation. Mais ça, finalement, la Code de la sécurité sociale, ce n'est que l'étage numéro 1. Il y a d'autres choses derrière. Effectivement, le deuxième étage, mais finalement qui devient le premier, hein, c'est les obligations conventionnelles. C'est-à-dire que les conventions collectives peuvent prévoir des garanties minimales qui doivent s'appliquer et qui peuvent être supérieures, hein, au panier de soins. Donc ça veut dire que si la CCN prévoit ces garanties minimales, c'est celle-ci qu'il faut appliquer et vous ne pouvez pas déroger et proposer des garanties inférieures. Le deuxième étage de la fusée, c'est peut-être, vous avez déjà entendu parler des contrats responsables. Alors les contrats responsables, c'est un contrat défini par le législateur qui doit respecter un certain nombre d'obligations, donc de garantie minimale et de garantie maximale. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les contrats frais de santé sont taxés, donc sur 100 € de cotisation, vous en avez à peu près 13 qui partent sur les taxes voilà, pour l'État. Si votre contrat n'est pas responsable, ces 13 € se transforment en 20 €. Voilà. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, la plupart des branches, elles proposent bien évidemment des contrats recommandés qui sont responsables. Et on a très très peu de contrats non responsables, même si c'est possible hein, aujourd'hui sur les contrats frais de santé. Ouais, ça c'est un point important, puisque quand on parle de coûts et des garanties frais de santé, des coûts prévoyance, finalement ce qui importe aussi, c'est comment sont-ils taxés, quelles sont les cotisations, les contributions sociales que vous pouvez payer en plus. Alors, c'est intéressant que tu dises que c'est principalement des contrats responsables. Il y a des limites dans les contrats responsables, donc ça ne permet pas de couvrir absolument toutes les garanties possibles et inimaginables. Cela étant, on voit quand même passer des contrats responsables avec de bons niveaux de garantie, même s'il y a des plafonds applicables. Donc c'est déjà très bien et ça vous permet aussi de ne pas avoir un coût qui explose en termes de contribution patronale derrière. Donc merci de l'avoir précisé. Et d'ailleurs, moi je suis assez curieux de savoir comment les branches négocient sur ces sujets. Finalement, pourquoi elles ont tendance à choisir certains niveaux, certaines garanties plutôt que d'autres? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu en back-office, toi qui vois les partenaires sociaux, comment ça se passe, comment on détermine tout ça au niveau de la branche? Alors, ça, pareil, je reviens avec mon leitmotiv, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vérité absolue sur l'ensemble des branches. Ça va vraiment dépendre des contextes de chacune d'entre elles. Alors, le premier point, c'est qu'il y a déjà une connaissance du secteur et des salariés, bien évidemment, hein, puisqu'ils en font, les négociateurs, hein, qu'ils soient salariés ou patronaux, font partie de cette branche, donc ils connaissent les enjeux et les besoins. Donc ça, c'est la première chose. Après, il peut y avoir différents débats. Est-ce qu'il faut être très ouvert, par exemple, je vais parler de structure de cotisation, sur le choix qu'on peut laisser aux entreprises au niveau de la structure de cotisation. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir une cotisation par personne protégée, hein, salarié, conjoint, enfant. Est-ce qu'on va avoir ou alors à l'inverse, est-ce qu'on va avoir une cotisation familiale, d'accord, qui va couvrir l'ensemble de la famille? Ou est-ce qu'on va avoir un espèce de mix des deux? On va avoir, pour certaines entreprises, la possibilité de choisir salarié, conjoint, enfant, et puis l'autre entreprise, une cotisation, ce qu'on va appeler isolée ou famille, donc c'est-à-dire que si on est tout seul ou si on a au moins un membre de sa famille avec soi, ou une cotisation famille. Donc ça dépend vraiment des sensibilités de chacun et de chaque branche. Après, sur pourquoi les branches mettent en place ces régimes recommandés, il y a plusieurs raisons. La première qu'on a évoquée tout à l'heure, c'est l'aspect économique. Alors, oui. Deux niveaux sur cet aspect économique. Un, c'est le principe de mutualisation. Voilà. Plus d'entreprises adhèrent, plus la branche est importante, plus on peut lisser ce risque, d'accord, et maîtriser celui-ci. Ça, c'est le premier point. Et puis deux, plutôt sur un sujet de négociation commerciale, forcément, en s'alliant au travers de la branche, les entreprises ont un pouvoir de négociation plus important avec les assureurs, hein, que je représente aujourd'hui, mécaniquement. Et donc, les négociations sont plus faciles par rapport aux tarifs. Ensuite, il y a un deuxième sujet autour de l'importance de mettre en place ces contrats dans les branches, c'est qu'il y a effectivement l'attractivité, ouais. D'accord, parce que c'est un facteur d'attractivité. Je crois qu'il y avait une question là-dessus, sujet, justement, ouais. Sur l'attractivité. Voilà, c'est-à-dire, voilà, comment je fais en sorte que des gens ont envie de venir travailler dans ce secteur d'activité. Et la mutuelle et la prévoyance sont des leviers d'attractivité. Ça, c'est le premier point.
Et puis, il y a un sujet de simplicité, simplification pour les entreprises, justement, en leur proposant des choses clés en main qui leur permettent de respecter leurs obligations conventionnelles sans difficulté. Et puis, toujours sur cet aspect d'importance de négocier dans les branches, il y a les valeurs et la solidarité. Voilà. Ces contrats, et on en parlera aussi dans la dernière partie, sont aussi une expression de la solidarité qui est formée au sein des conventions collectives. Merci pour ces éclairages. Et tu vois, ça c'est bien que tu l'aies évoqué parce que ça peut être un sujet un petit peu flou parfois. On se dit, bon, la mutuelle, la prévoyance, c'est pas forcément la préoccupation première, notamment dans des petites entreprises où le temps à y dédier n'est pas forcément pas suffisant. Et c'est bien dommage. Et donc, vous voyez, moi je suis content que tu en parles, de savoir que des acteurs au niveau de la branche réfléchissent justement à calibrer le niveau de garantie en fonction des problématiques rencontrées par les salariés au sein de ce secteur d'activité et mettre des garanties, j'allais dire, adéquates en face. C'est bien de le savoir. Et donc, moi je trouve que faut s'intéresser un petit peu plus au sujet, aller lire un petit peu ce que les partenaires sociaux proposent. Les organismes qui accompagnent, les organismes assureurs qui accompagnent les branches aussi font de bonne communication dessus. Donc, ne pas hésiter à aller voir leur communication pour mieux comprendre les couvertures. Ça facilite le travail pour les TPE, PME. Donc, merci pour ces éléments. On va peut-être parler d'une autre thématique parce que c'est un sujet qu'on connaît beaucoup moins. Mais avant de vous parler du sujet en profondeur, j'ai une petite question encore à vous poser pour vous faire participer. En espérant que la technique suivra, vous pouvez là aussi flasher le QR code pour répondre à la question suivante. Est-ce que vous savez ce que signifie l'acronyme DES en matière de prévoyance et frais de santé au sein des branches? Parce que c'est un acronyme qu'on voit souvent sans savoir ce que ça veut dire exactement. Est-ce que c'est degré élevé de solidarité? Est-ce qu'il s'agit plutôt de dispositif d'engagement solidaire ou bien d'un document d'évaluation sociale? Vous avez encore une dizaine de secondes pour nous donner votre réponse sur cette question, voir si vous connaissez un petit peu le sujet. J'en ai récemment parlé dans une newsletter d'Harmonie Mutuelle. On va voir si vous m'avez lu. Eh bien, là encore, on a du mal à avoir les remontées techniques, mais la bonne réponse qui s'affiche à votre écran, c'est le degré élevé de solidarité. Alors, peut-être parler un petit peu plus du sujet, parce que c'est une thématique que peu de gens connaissent. Moi-même, je l'ai appris assez récemment de ce que ça voulait dire, ce que ça impliquait. Donc, je veux bien que tu puisses nous détailler de quoi il s'agit. Alors, le degré élevé de solidarité ou haut degré de solidarité, on peut dire DES ou HDS, vous allez entendre les deux. C'est un principe qui est intrinsèque aux clauses de recommandation. D'accord. Ce principe, c'est quoi? C'est qu'on va prendre 2% des cotisations et on va les affecter dans un fonds qui doit servir à financer des actions sociales individuelles pour les salariés et des actions de prévention pour les entreprises. Pour vous donner un exemple très concret de ce qui peut se faire aujourd'hui, donc je vous ai dit, deux volets, action individuelle pour les salariés, action de prévention pour les entreprises. Sur la partie action individuelle, on peut avoir par exemple de la prise en charge, de reste à charge sur les dispositifs frais de santé. Donc typiquement, grosse opération dentaire, un reste à charge après remboursement de la mutuelle de 1 000 €, vous pouvez, dans certaines configurations, demander une prise en charge de ces 1 000 € par le degré élevé de solidarité. On peut avoir des aides pour les familles monoparentales, par exemple, une aide forfaitaire pour les familles monoparentales. On peut aussi, alors sujet intéressant, parce que le sport est un déterminant de santé, comme tu t'en doutes, et certaines branches ont prévu aussi le financement via le degré élevé de solidarité d'abonnements sportifs. Ouais, de remboursement en fait. Exactement, de prise en charge d'abonnements sportifs, voilà, pour inciter les gens à prendre soin de leur capital santé. Donc ça, c'est pour les actions individuelles, à destination des salariés. Et puis pour les actions collectives, voilà, tout un tas de sujets pour travailler sur l'absentéisme, entre autres. Donc là, on va avoir des actions autour des troubles musculo-squelettiques, les fameux TMS. On va avoir aussi des actions autour de la santé mentale. On peut avoir aussi des actions autour de l'endométriose. Donc voilà, donc c'est tout un tas de sujets qui sont traités par les degrés élevés de solidarité. Et là, il n'y a pas non plus de référentiel universel. C'est vraiment chaque branche qui, en fonction de ses spécificités, de ses besoins, va déterminer les actions qu'elle va déployer dans son degré élevé de solidarité. Alors, petit point d'attention,
certaines branches ont fait le choix d'étendre le principe du degré élevé de solidarité. Ça veut dire quoi, hein? Ça veut dire qu'il s'applique à l'ensemble des entreprises de la branche, même pour celles qui ne sont pas dans le régime recommandé. Et donc, si vous ne respectez pas vos obligations de degré élevé de solidarité, vous avez un risque prud'homal qu'un salarié vous dise, typiquement, le degré élevé de solidarité de la branche prend en charge les 1 000 € de reste à charge sur mon opération dentaire que j'ai subie. Donc, monsieur l'employeur, merci aussi de prendre en charge ce dispositif-là. Voilà. Donc, il y a un petit risque là-dessus. Toutes les branches ne l'ont pas étendu, hein, donc voilà, mais certaines l'ont fait. Donc, attention, renseignez-vous et vérifiez là aussi ce qui est prévu dans votre convention collective. Ouais, ça, c'est un point vraiment clé et je trouve qu'il n'est pas assez communiqué aujourd'hui. Je ne sais pas au sein de votre entreprise ou des entreprises clients que vous pouvez suivre si c'est connu, si c'est communiqué. J'insiste sur l'aspect communication parce qu'en fait, c'est des garanties qui sont financées la plupart du temps par les entreprises et parfois qui ne sont pas connues des salariés, donc qui n'en bénéficient pas. C'est bien dommage parce que là, on parlait tout à l'heure, il y avait une question sur la manière de permettre de se servir de la mutuelle et de la prévoyance comme un levier d'attractivité au plan RH. Parfois, les branches prévoient des garanties très intéressantes. On parlait, alors tu en as cité pas mal d'exemples, mais les heures de soutien scolaire, des gardes d'enfants, de prise en charge, des cotisations pour les familles monoparentales. J'ai vu aussi quand un conjoint est sans ressources, ils peuvent aussi prendre en charge les cotisations du conjoint pour qu'il bénéficie lui aussi d'une complémentaire santé. Donc il y a vraiment plein d'actions. Alors bien sûr, ça dépend des branches d'activité, tu as cité plein d'exemples, mais c'est un sujet qui n'est pas assez communiqué à mon sens. Et donc, renseignez-vous sur ce qui est mis en place au sein des régimes de branche dont votre entreprise bénéficie ou pourrait bénéficier, parce que je pense que ça pourrait vous aider à gonfler quelque part vos avantages et l'attractivité aussi RH de votre proposition, de votre package salarial. Voilà, donc pensez-y. Et ce qu'on peut rajouter aussi, c'est que les branches essayent de rendre ces dispositifs les plus accessibles possibles. Donc en fait, il ne faut pas se dire qu'il faut remplir 15 000 formulaires ou voilà, les informations sont souvent très faciles d'accès et justement les démarches aussi pour faciliter l'utilisation de ces fonds au bénéfice des salariés des entreprises. Oui, d'accord. Donc, ce n'est pas 15 000 conditions à remplir, c'est finalement, au contraire, essayer de fluidifier et vraiment que ce soit perçu comme un bénéfice concret pour les salariés. C'est très intéressant d'avoir évoqué ce point. Est-ce qu'on a des questions qui restent dans le live? Alors, je ne crois pas en voir tout de suite. C'est pas grave si vous n'en avez pas tout de suite, n'hésitez pas puisque le live va être rediffusé en continu ensuite sur LinkedIn. Donc si vous avez des questions auxquelles on n'a pas répondu, mettez-les en commentaire, il y aura des personnes pour y répondre avec grand plaisir. Si vous avez des questions, on met une adresse à votre disposition aussi pour que vous puissiez poser vos questions et avoir les réponses qui vont bien. Moi en tout cas j'ai été très content de vous retrouver pour ce live et de l'animer avec toi, Nicolas. C'était un plaisir, merci. Très enrichissant. Merci beaucoup pour ta participation. J'espère que vous aussi, vous avez appris plein de choses en matière de mutuelle et de prévoyance, que votre niveau a progressé un petit peu par rapport au début de ce live. Je vous remercie pour votre présence et je vous dis à très bientôt sur LinkedIn. Au revoir, merci. Au revoir.